Et donc, voilà, c'est aussi une manière de leur dire à tous ces vieux schnocks là qui nous gouvernent et qui nous détestent qu'on peut s'organiser sans eux et qu'en fait, nous, on a l'impression que leur monde il va s'effondrer. Moi, j'ai commencé ce qu'on appelle militer quand j'avais 13 ans, je crois. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire des manifestations. C'était à l'époque où la Belgique était sur le point de se diviser, où on n'avait pas de gouvernement. C'était gros clash entre les Flamands et les Wallons. Et puis les premières Gay Pride aussi. Enfin, en gros, j'ai commencé ouais, avec les manifs. Et puis je suis devenu membre du PTB, du mouvement de jeunesse du Parti des travailleurs belges, qui s'appelait COMAC. Et donc ouais, c'était un peu le parcours classique du militant, quoi. J'ai intégré une organisation, un parti en l'occurrence. Donc voilà, on faisait toutes sortes de trucs, des camps de sensibilisation, des actions pour les SDF, des manifs, des trucs comme ça. Et puis, donc je suis resté 5 ans. Et puis, j'ai un peu abandonné le militantisme quand je suis arrivé à l'UNIF, parce que cet orga-là ne me parlait plus trop et j'avais un peu l'âge d'entrer. Enfin, en fait, il existe très peu d'organismes réellement politiques pour les moins de 18 ans. Donc, c'était un peu le seul aussi. Donc, une fois que j'ai eu 18 ans, bah, je me suis un peu détaché de ça pour plein de raisons. Mais aussi, j'arrivais à l'UNIF, tout simplement. Je commençais à être confronté à d'autres discours. Et notamment celui de l'anarchie. Euh, voilà, on a souvent beaucoup de préjugés sur cette philosophie, sur cette manière de voir la politique, mais moi j'ai découvert ça à travers une fille que j'ai rencontrée, donc j'ai fait des études de sociologie, anthropologie, donc c'est une fille que j'ai rencontrée là, qui avait, je crois, 26-27 ans, et, euh, et enfin, voilà, qui m'en parlait, pas vraiment pour essayer de me convaincre, plutôt elle m'en parlait par rapport à sa vision du monde, sa vie, son parcours à elle. Elle avait un parcours assez impressionnant. Elle venait de loin, on va dire. Petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une réponse à beaucoup de questions que j'avais. Donc, on est toujours vachement dans la théorie à ce moment-là. C'était vraiment tout plein de réponses que j'apportais petit à petit à mon analyse du monde, à comment on pourrait faire pour avoir un monde meilleur et tout. Je crois 2 ans après, il y a une occupation qui est lancée à l'ULB, qu'on appelle très vite la zone à démarbrer. Donc ça, c'était un coup, un coup politique d'un cercle de l'ULB qui s'appelle l'Union syndicale étudiante, qui avait organisé un colloque avec des profs sur mai 68, parce qu'on était en mai 2018, et qu'il y avait eu des luttes étudiantes en mai 68 à l'ULB. Et suite à ce colloque, en fait, le cercle déclare qu'on ne part pas, on reste là et on occupe symboliquement pendant 1 jour, 2 jours. Et puis, bah, suite à ça, enfin, moi, c'est vraiment là que j'arrive. Donc, j'étais pas là au colloque, j'étais même pas au courant qu'il y en avait un au début. J'avais juste vraiment un peu lâché le militantisme pratique, à part quelques manifs de temps en temps. Et donc là, je découvre bah, un peu ouais, ce qu'on appelait l'auto-organisation, l'autogestion. Donc un truc vertical, justement horizontal, où on décide. Enfin, il n'y a personne qui a plus de légitimité décisionnelle que qui que ce soit. Tout le monde est bienvenu pour venir là. Et donc le projet, c'est quoi? C'est qu'on est en mai-juin, donc pendant la période d'examen. Donc la salle des marbres qu'on occupe reste une salle d'études, parce que c'est ce qu'elle est. Mais voilà, on vire les autorités de l'ULB, c'est nous qui gérons maintenant les horaires, la bouffe à l'intérieur, et puis on commence à créer un sleeping, les gens peuvent venir dormir là. Et évidemment, le soir, après l'étude, on commence à organiser des projections, des discussions, tout ça, sur bah, ce monde, quoi. Et toujours de manière vraiment horizontale dans l'autogestion. Et ce projet dure 2 mois. Mais tout ça pour dire qu'en tout cas, pendant ces 2 mois, moi, je découvre un peu bah, ouais, l'occupation de terrain, qui est vraiment un mode d'action qui me parle à fond. Un
peu avec la même bande de potes que j'avais rencontrés à l'ULB, on crée la ZAD d'Arlon. Et ça, c'est un exemple d'occupation de terrain, ouais, qui met tout ça en pratique, quoi. Qui, de un, s'oppose à la destruction d'un endroit naturel, où il y a beaucoup de biodiversité, où il y a des choses qui se passent, et on est dans une crise climatique sans précédent, donc ça nous tient à cœur, et en même temps, on fait un travail pour jouer surtout sur les arguments écologiques et démocratiques, pour avoir du soutien des gens d'Arlon, des gens locaux, et ça marche assez bien. Et puis en même temps, une fois qu'on occupe la forêt, comment on s'organise? Eh ben, il n'y a rien qui est prévu à l'avance, quoi. Tout va se faire selon les gens qui sont là, selon les envies, selon les capacités de chacun. Ça a démarré sous l'initiative de personnes qui avaient été à Notre-Dame-des-Landes et qui avaient envie de lancer un truc comme ça en Belgique. C'est totalement inédit. Enfin, il y avait eu un semblant de ZAD à Bruxelles, c'est-à-dire des gens qui s'étaient installés sur un terrain où allait être construit une maxi-prison. Après 10 ans de lutte, j'ai même pas compris. En fait, ils ont obtenu que la prison serait pas construite, puis du coup, ils sont partis, et puis du coup, la prison est en train d'être construite. Enfin, truc de magouille dégueulasse, une fois de plus. Du coup, ouais, c'est un petit groupe de personnes qui avaient envie de lancer ça, qui avaient repéré un peu les lieux à Arlon, et surtout qui avaient repéré qu'il y avait déjà une petite, enfin une forêt, pas trop grande je crois, mais quand même, qui avait été détruite pour faire un mini-golf, une autre pour faire un écoquartier. Enfin en gros, la Wallonie, surtout cette région-là, est en train de changer urbanistiquement. Ils ont plein de projets dans tous les sens, et c'est surtout des projets qui détruisent en général des endroits naturels. Et donc, ces gens-là sont allés se renseigner un peu du côté d'Arlon, qu'est-ce qui se passait là-bas. Bon, je crois que c'était stratégique aussi d'aller vers Arlon, parce que voilà, les Ardennes en Belgique, c'est un endroit important. Tout le monde adore aller se promener là-bas. Il y a une activité touristique même importante. Pourquoi? Pour la nature, quoi. Donc ça peut, de nouveau, c'était un argument qui pouvait être appuyé. Et, euh, et effectivement, du côté d'Arlon, ça bougeait pas mal. Il y avait eu des pétitions encore et encore qui prouvaient bien que les habitants d'Arlon, en majorité, étaient contre le projet d'Idelux et voulaient garder la forêt d'ancienne sablière. Et voilà, leurs pétitions n'ont jamais abouti à rien. Du coup, on est allé les rencontrer sur place, parler un peu avec les habitants de là-bas, savoir où ils en sont, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire pour sauver cette forêt. Évidemment, on n'a pas du tout parlé de ZAD au début. On a parlé de lancer une occupation symbolique et temporaire le temps d'un week-end, un peu en écho aux marches climat qui commençaient à prendre, enfin, ouais, à prendre fin plus ou moins à ce moment-là, mais qui, voilà, il y avait en tout cas le débat sur l'écologie était lancé, quoi. Et en plus, le débat sur la démocratie qui avait été lancé avec les Gilets jaunes. Donc c'était une manière de symboliser ces deux luttes-là ensemble, en Belgique. Et voilà, les rencontres sont vraiment super bien passées, et donc on s'est organisé pour lancer cette occupation symbolique et temporaire. On a été d'abord un peu censuré par Facebook, qui a supprimé notre événement et qui a bloqué 3 comptes Facebook de nos potes, ouais. Mais voilà, on a refait un événement avec un autre compte. Et lancement de la ZAD, il y avait 200 personnes, quoi. Donc, trop bien. Vraiment une réussite. Le soir, voilà, on s'organise pour faire vite fait. Enfin, on s'était organisé pour avoir de quoi manger. Et on avait dit à tout le monde de ramener des tentes et beaucoup de couettes. Il faisait très très froid. Et voilà, on a fait des feux, on s'est fait griller des saucisses, on a chanté des chants révolutionnaires autour du feu. Enfin, c'était vraiment un super beau moment. Et, évidemment, notre but à nous était de ne pas partir après 2 jours. Donc on a commencé à construire des cabanes et tout. Et donc pour finalement lier et la lutte écologique et la lutte pour la démocratie à nos idées anarchistes qui en fait vont tout à fait dans ce sens-là. Mais on a tellement une image, bon, voilà, même le fait de se masquer, les gens ça leur fait peur. D'ailleurs, il y a une belle banderole, je sais pas si elle est encore là, sur le chemin pour arriver vers le centre de la ZAD, où il y avait écrit sous les cagoules vos enfants, pour reprendre le slogan de mai 68, sous les pavés, le sable. Mais voilà, sous les cagoules vos enfants, enfin, on n'est pas des monstres, quoi. On se cagoule, pourquoi? Bah, parce que
parce que la répression, parce qu'on sait qu'on risque au gros, parce qu'on n'a pas envie, comme je disais, de finir en tôle. Mais c'est pas pour vous faire peur. C'est parce que nous, on a peur on est en train de faire quelque chose d'illégal et il faut que tout le monde soit au courant de ça, il faut que tout le monde sache que c'est dangereux, mais qu'on le fait quand même, parce que c'est important de lutter et tout. Quand tu vas à la ZAD, bah, il y a des gens qui vont là-bas juste pour fuir un peu la ville, le bruit, cette impression d'aller toujours quelque part, absolument, de jamais pouvoir se poser, regarder la nature. Il y a des gens qui y vont parce que c'est très important pour eux de sauver même une petite parcelle de nature. Il y a des gens qui y vont justement, bah, même un peu comme moi, enfin moi c'est un peu de tout, mais je te parlais vraiment de l'importance pour moi de prouver, et avant tout de se prouver à soi-même qu'on peut s'organiser en dehors de cette société, quoi. On peut le faire, en fait on l'a toujours fait, on s'est toujours organisé. Les gens qui te disent, oui, quand il n'y a plus de chef, c'est l'anarchie, c'est la loi du plus fort. Bah, enfin, je sais pas, t'as jamais essayé. Et puis bon, déjà, ce système, c'est la loi du plus fort, tu vois. Sauf que le plus fort aujourd'hui, c'est pas celui qui a le plus gros muscle, c'est celui qui a le plus gros capital économique, pour résumer. Mais, enfin, donc déjà, je trouve que c'est pas un argument qui tient. Et en plus, non, on a un instinct social. Je crois que même Darwin, il en parlait. Nous, on a un instinct social. On est peut-être une des seules espèces qui aide le plus faible, au lieu de juste le laisser crever parce que de toute façon, il va pas survivre. On est un animal social, donc c'est exactement l'inverse qu'on fait. Donc non, en fait, on trouve... ouais, allez, peut-être avec un peu de bienveillance, un peu d'amour, ça c'est vrai, il en faut. On trouve toujours des solutions pour avancer, pour survivre, pour vivre bien, pour vivre libre, pour vivre heureux. Ça c'est encore, encore un autre débat. Mais, donc ouais, c'est pour ça que la ZAD peut plaire pour plein de raisons différentes. Et pour moi, c'est un peu. Enfin, évidemment, on a été très axé, en tout cas au début, sur l'image médiatique qu'on avait envie de donner de la ZAD. Et donc, enfin, voilà, c'est aussi une manière de leur dire à tous ces vieux schnocks là qui nous gouvernent et qui nous détestent qu'on peut s'organiser sans eux et qu'en fait, nous, on a l'impression que leur monde il va s'effondrer d'une manière ou d'une autre. On ne sait pas trop comment, on sait que ça va être très très violent. Mais d'ici là, si on peut déjà apprendre, ne fût-ce qu'à se nourrir, à construire des maisons et apprendre qu'en fait on ne se déteste pas tous d'office, qu'en fait même quand on est très différents, quand on est amené à survivre ensemble, on peut carrément super bien s'entendre, on peut découvrir des nouvelles, ouais, des nouvelles mentalités et tout. Enfin voilà, pour ça c'est super important de prouver au monde qu'il existe des alternatives, des vraies alternatives, pas les alternatives proposées par le système qui servent de nouveau que le capital et rien d'autre, qui s'en foutent même de la conservation de la nature. Non, des vraies alternatives, où on vit en communion avec la nature, en fait, et on essaye de se débrouiller comme on peut, quoi. Il y a un individualisme, en fait, dans l'anarchie qui est important, qui est prôné, en ce sens que, enfin, on entend par là l'émancipation individuelle, quoi. Vraiment le fait de pouvoir te réapproprier ta vie, te réapproprier des moyens de lutte, par exemple en tant que femme, te réapproprier la violence. Ça fait très très longtemps qu'on nous en a dépossédés, et je crois que c'est important dans un monde violent, en fait, de pouvoir se défendre. Du coup, voilà, l'émancipation individuelle, savoir réfléchir par soi-même, savoir pointer ses ennemis, savoir les attaquer, savoir s'organiser, chercher des affinités et tout, pour moi, c'est la manière de lutter qui a le plus de sens, et même en envisageant une possible révolution et un monde possiblement post-révolution, quoi. Cette manie aussi d'imaginer le monde d'après, c'est peut-être motivant, peut-être tu peux plus facilement militer en te disant c'est ça qu'on veut, on veut tel programme, on veut telle règle, telle manière de faire, de gérer les conflits et tout, mais moi je crois que je suis un peu trop amoureuse de la liberté pour imaginer déjà une fois qu'il y aura eu une révolution, qu'est-ce qu'on mettra ensuite en place après. Justement parce qu'en plus, voilà, la domination contre laquelle on se bat, qui nous englobe tous, c'est vraiment celle du capitalisme. Enfin, pour moi, celle du capitalisme se sert de toutes les autres formes de domination pour arriver à ses fins. Et donc, voilà, on parle quand même d'une classe, enfin d'une classe, même ce terme aujourd'hui, il est plus très exact, mais de tout un panel de gens
on sait pas ce dont eux ils veulent, enfin ce dont eux ils rêvent en fait.